Bonjour et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, RMC, le podcast fait pour les artisans. À vrai dire, il est même fait avec les artisans, j'en suis la preuve, je m'appelle Mariette et je suis menuisière à mon compte. Saviez-vous que la France comptait plus d'1 million d'apprentis en 2024 contre 718 000 en 2021 ? Cette statistique pourrait notamment être attribuée au fait que depuis quelques années, l'image des filières professionnelles et notamment de l'artisanat, on le vend en poupe. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si oui, à quoi cette récente popularité est-elle due ? C'est depuis l'agence Kiloutou d'Anglet qui accueille cette émission que nous allons en parler avec les invités du jour qui m'accompagnent autour de l'établi. Bonjour Mathias Laurent, bonjour Christophe Ducasse. Bonjour Mariette. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel domaine vous travaillez, si vous êtes aussi des locaux de l'étape ? On commence par qui, Christophe ? Allez, moi je suis Christophe Ducasse, société MNC Électricité. Je suis dans les Landes, du côté de, on va dire, Hossegor, pas loin. Hossegor, il y a l'accent. Et je suis artisan électricien, donc dans tout domaine, la rénovation, le neuf. Je suis spécialisé dans la ventilation. Et ça fait combien d'années que tu es installé ? Ça fait 9 ans que je suis installé. Et on a des hauts, des bas, et puis on a le vent au poupe. Voilà. Et toi, Mathias, tu travailles dans quel domaine ? Alors moi, je travaille dans le domaine de l'isolation intérieure et extérieure depuis 17 ans. On a 2 agences, une à Briscousse ici sur la côte basque et une autre à côté de Pau, à côté de Morlas. D'accord. Donc, à vous deux, vous avez quand même pas mal de recul sur l'image de l'artisanat, éventuellement son évolution au gré des années. Quand tu t'es installé, toi, c'était il y a donc 17 ans, c'est ça ? Oui. Et que tu as annoncé un petit peu à ta famille que tu allais te lancer dans l'artisanat, ça s'est passé comment déjà ? Est-ce que tu venais d'une famille d'artisans ? Alors je venais pas du tout d'une famille d'artisans et j'étais pas du tout issu d'une filière du bâtiment. D'accord. J'ai vraiment monté mon entreprise parce que j'avais remarqué qu'il manquait d'artisans spécialisés dans l'isolation biosourcée, donc à base de fibres de bois ou de cellulose, dans le cadre de ma rénovation personnelle de maison. Et je me suis dit qu'il y avait un créneau à prendre, donc je suis parti me former à l'étranger et j'ai monté la boîte comme ça. D'accord. Et donc dans ta famille, ils ont dit quoi ? Ils ont dit que c'était bien parce que j'entreprenais. Ouais. Et au-delà des métiers du bâtiment. Après, bon, voilà, ils voyaient bien que j'étais bricoleur parce que j'étais en train de retaper une vieille maison. Mais non, ça leur a pas fait peur. La prise de risque leur a fait peur sur le fait de monter une entreprise plus que le domaine d'activité parce que c'est quand même un beau domaine. Oui, j'imagine. Et toi, Christophe, du coup, ça s'est passé comment ? T'es d'une famille d'artisans ? Pas du tout. Alors papa était à son compte à un moment donné en tant que bûcheron. Métier manuel malgré métier manuel malgré tout, ouais. J'avais toujours envie du bricolage, j'ai toujours fait des choses, tenter, défaire, refaire, tout ça. Et c'était plus une passion. J'adorais l'électricité, j'ai fait un BTS d'audiovisuel à un moment donné. Donc, t'es un peu touche à tout, mais ouais. Toujours dans le manuel, quoi. Ouais, c'est ça. Et derrière, je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même arriver à trouver une voie. Et je suis parti dans l'électricité. Et puis, on a fait notre maison. Et j'ai fait de la domotique. Je me suis mis à la domotique totalement comme ça. Et puis, chaud. C'est parti. Ouais. En fait, ce qui t'a intéressé, mais même peut-être vous deux, c'était déjà le côté indépendance, j'imagine. Ouais. Le côté manuel, le côté aussi je suis chef de mon propre bateau. C'est ça. C'est tout à fait ça. À un moment donné, j'aime bien décider de ce que j'ai envie de faire. Bon, j'aime pas trop dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Et on dépend toujours de quelqu'un, mais si on peut maîtriser les choses d'un bout à l'autre, j'aime bien. Et quand vous êtes installé, est-ce que vous aviez des a priori sur le métier sur les métiers de l'artisanat, vu que vous n'aviez pas forcément de la pratique dans le domaine, si vos parents n'étaient pas forcément dans l'artisanat, vous aviez des préjugés vis-à-vis de ces professions-là ? Alors, personnellement, le préjugé technique, non. Mais c'est plus après le côté vraiment entrepreneuriat. Ce qui est compliqué, et on le voit au quotidien, et de plus en plus, c'est la gestion de l'entreprise, tout ce qui est l'administratif, tout ça. Ça, c'est une quote-part que quand on est technique, voilà, on s'est dit, feu, on y va. On connaît notre métier, on est tous dans ce sens-là. Mais c'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on sera un bon gestionnaire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une thématique qui est revenue souvent au cours des épisodes de la tournée. Voilà. Et toi, Mathias, est-ce que tu avais des préjugés avant de t'installer sur l'artisanat ou sur les artisans en général ? Non, pour ma part, pas de préjugés. Par contre, comme j'étais issu d'un autre domaine, plus dans la maîtrise d'œuvre,
J'avais pas conscience de la grande famille qu'était la famille du bâtiment. Et donc, en fait, ça a plus été une découverte et une belle surprise de se rendre compte de la cohésion qu'il peut y avoir entre de les la artisans. solidarité, Et de la éventuellement, solidarité. le petit coup de main sur le chantier qui va bien. Exactement. Et j'ai vraiment trouvé ça fabuleux et c'est ce qui vraiment m'a permis de progresser aussi. Et est-ce que tu travailles seul dans ton entreprise ? Non, on est 8 salariés. 8 salariés, d'accord. Et donc, j'imagine que tu as un petit peu toutes les classes d'âge dans les gens qui t'accompagnent. Oui, complètement. Est-ce que tu as aussi beaucoup de jeunes qui viennent taper à ta porte pour travailler avec toi ? Oui, j'ai des jeunes, j'ai des femmes voilà, qui travaillent aussi sur chantier dans tout ce qui est enduit extérieur, isolation par l'extérieur. Donc non, c'est top, on a une belle mixité dans l'entreprise. Oui. Mais ça fait partie aussi peut-être des évolutions de l'artisanat. Et je pense qu'il y avait quand même un gros préjugé de métier masculin. Je suis bien placée pour en parler. Hein. Quand je dis que je suis menuisière, on me demande souvent où est mon conjoint pour les livraisons. Mais du coup, toi, est-ce que tu trouves que ça fait partie aussi des évolutions, que maintenant, même les clients sont peut-être plus à même d'entendre que il peut y avoir une mixité, qu'il peut y avoir plusieurs classes d'âge pour néanmoins avoir du professionnalisme derrière ? En tout cas, on fait tout pour communiquer là-dessus et vraiment montrer qu'il y a une mixité, classe d'âge et que le bâtiment a un vrai pouvoir d'intégration en fait et d'évolution. Donc ça, c'est important. Oui. Mais voilà, on pâtit encore d'une image un peu dégradée, même si on essaye de tout faire pour. Et alors, tu sais à quoi c'est dû ça justement ? Cette image dégradée, ouais. Parce qu'on reste avec des préjugés et que les gens restent avec des préjugés et qu'en fait on a encore besoin d'avoir de la visibilité sur nos métiers et de parler de plusieurs choses comme par exemple les World Skills qui sont une coupe du monde de l'artisanat qui représente 80 pays, 59 métiers, il y en a 13 dans le bâtiment. Voilà, il y a encore beaucoup de choses, il faut qu'on communique encore beaucoup sur nos métiers, même si l'évolution elle est quand même énorme. Ouais, et puis c'est une très bonne chose que tu parles de ça parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes après les formations professionnelles. Moi, j'ai trouvé une statistique du ministère du Travail qui date de 2023 où on nous indique qu'il y a 92% des apprentis qui ont un emploi 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Je veux dire, le taux de conversion, d'insertion, il est énorme. Toi, Christophe, est-ce que tu travailles tout seul ? Est-ce que tu as justement des jeunes qui s'intéressent au métier et qui sont peut-être avec des visions différentes de celles que toi, que tu avais quand tu étais jeune ? Alors, je travaille tout seul. J'ai un apprenti qui est mon fils, qui lui n'est pas du tout dans l'électricité, il est plus dans l'informatique et la cybersécurité. Mais on se complète. Ça fait partie des évolutions du métier. Ça fait partie des évolutions du métier. Ce qui peut le rendre attractif parfois, je pense. C'est ça. Après, le bâtiment aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas ni de problématique, que ce soit homme, femme, jeune, ancien. C'est une question en fait de savoir-faire, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui une femme ayant un savoir-faire plus développé sur certaines choses dans un domaine doit être dénigrée ou alors diminuée par rapport à d'autres. Non, ça on s'en fout et la problématique c'est que c'est pas assez mis en avant. Mais c'est vrai que dans l'artisanat, il y a plusieurs perceptions. On parle toujours de l'image générale de l'artisanat, mais il faut se mettre du point de vue des artisans, il faut se mettre du point de vue aussi du client. Et c'est vrai que c'est quand même le client qui est décideur et qui peut avoir des préjugés sur les artisans, notamment sur des fois des délais qui vont être trop longs ou la perception qu'un tarif est trop élevé. Ça va être des préjugés qui vont souvent nuire à l'image de l'artisan, mais qui sont pas forcément révélatrices de ce qui se passe. Est-ce que justement vous avez des fois été-vous tenté de partager sur les réseaux sociaux votre quotidien pour à la fois changer la perception de l'artisanat, de votre métier vis-à-vis de la jeunesse ou des gens en reconversion, mais aussi de vos clients pour qu'ils se rendent compte de ce qui se cache derrière votre travail, de la préparation qu'on ne voit pas, etc. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, toi ? Alors on le fait. En fait, quand on communique sur les réseaux sociaux, on communique pas forcément sur la technicité de nos métiers, mais plus sur les équipes. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'entreprise et de montrer comme les équipes participent aussi alors en tout cas pour mon entreprise, dans la gestion et les perspectives de l'entreprise. On est un groupe à décider. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place parce que je pense que c'est important de le mettre en place pour pouvoir justement fidéliser nos collaborateurs. Et voilà, donc oui, bien sûr, on le fait. Et toi, Christophe, est-ce que tu communiques un petit peu pour que les clients se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière ton travail, que c'est pas juste j'arrive le matin, j'installe votre chantier et je repars ? Alors oui,
Ce côté pédagogie un petit peu peut-être. Ouais, je demande à mes clients, en fait, si ça leur dérange, je leur fais, certains même des fois, signer des autorisations en fait de divulgation en fait du chantier pour partager sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, soit Instagram. Et derrière, je partage, alors pas mon quotidien, mais des moments, que ce soit de technique, que ce soit à un moment donné de partage. Pour expliquer peut-être des choix de chantier. Pour expliquer le pourquoi du comment, faire quoi, comment, avec tel produit. Mais ouais, pour moi, c'est essentiel. Et mes clients partagent là-dessus. Et ils sont hyper... ils n'ont pas besoin des fois de venir sur le chantier. Rien que le fait d'avoir une story derrière, ils voient, bon, ben voilà, on en est là. Même un architecte, j'ai des architectes qui sont abonnés à mon compte et on voit l'avancement du chantier. On n'a pas besoin de faire une réunion de chantier parce que ils voient les stories, ça avance. Oui, et puis c'est vrai que quand on partage un chantier où on est bien organisé, où c'est méticuleux, où on n'a rien à cacher, finalement, je pense que ça aide aussi à cette transparence vis-à-vis de nos métiers, quoi. Bien sûr, la technique du chantier, on peut avoir des chantiers des fois qui vont être dits entre guillemets faciles, mais d'autres où ils vont être beaucoup plus techniques. Et c'est là où le savoir-faire de l'artisan ou même des collaborateurs rentre en jeu. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus, quoi. Alors, l'artisanat français, si vous le savez déjà, bravo à vous. Moi, je l'ai appris, c'était 1,6 million d'entreprises, soit plus de 3 millions d'actifs. Ça, c'est une statistique qui est tirée de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la France en 2024. Est-ce que vous pensez aussi, d'un point de vue extrêmement personnel, de votre perception de ce que vous pouvez voir au quotidien, qu'il y a des actions qui sont menées au niveau national pour aider à améliorer l'image de l'artisanat? Est-ce que vous voyez des choses où, en final, vous vous dites c'est juste la société qui évolue dans ses perceptions au gré de ses expériences? Pour moi, ça évolue pas assez vite. On va pas assez dans le fond. Le fait de créer des émissions, des podcasts comme ça qui mettent un œil sur nos métiers, nos savoir-faire et notre quotidien, c'est super intéressant, quoi. Donc, Ouais. Et puis le concours là du meilleur artisan, c'est bien, ça met des lumières sur des méga savoir-faire. Et c'est top, mais il y en a pas assez, quoi. Ouais, il n'y a pas assez d'initiatives sur toi, Mathias. Ouais. Est-ce que toi, tu es un peu plus déjà, je pense, intégré dans les fédérations de ton département? Est-ce que, de ton point de vue, tu as vu des choses qui se passaient pour aider la communication de... Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on voit souvent le verre à moitié vide, mais je préfère le voir à moitié plein. Et si je prends l'artisanat au sens global, tout à l'heure, voilà, je parlais des World Skills, c'est quand même, faut se rendre compte de ce que c'est quand même. C'est une Coupe du Monde tous les 2 ans dans des pays différents, 80 pays, donc c'est quand même un truc fantastique pour l'artisanat. Tous les concours qu'il peut y avoir au niveau de la cuisine, les émissions de télé qu'il y a justement sur la cuisine qui ont clairement rempli les lycées de jeunes qui ont envie de s'épanouir là-dedans. Donc, on a besoin encore de visibilité, mais voilà, faut quand même se rendre compte. Moi, je me reprojette 17 ans en arrière, là où j'ai démarré, et même au niveau de ma vie active, il y a 25 ans. On n'en parlait pas comme ça des métiers du bâtiment et des métiers de l'artisanat. Donc, il y a quand même eu un gros pas. Faut continuer. Voilà, c'est un combat de tous les jours. Mais aujourd'hui, voilà, on va dans les collèges, on va voir les classes de 4e, on leur fait de la sensibilisation sur les métiers du bâtiment. On a organisé par exemple le village des métiers avec la Fédé du bâtiment l'année dernière à Pau. On refait encore une édition cette année pour les coulisses du bâtiment le 9 octobre. On a plein de classes de collège qui viennent découvrir les métiers. On leur met la main à la pâte. Enfin, voilà, il y a des choses de faites quand même. Voilà, c'est quand même bien. Et du coup, si les jeunes s'intéressent plus à l'artisanat, c'est peut-être aussi parce que leurs parents, leurs familles sont plus ouvertes au fait de les pousser dans ces voies. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était probablement vous encore plus, c'était pas forcément la voie de la réussite, l'artisanat. C'était quand tu étais mauvais à l'école, pour un petit peu caricaturer tout ça. Non, mais c'est ça. Et je crois que ce qu'on arrive à montrer aussi, c'est que ça peut être des métiers d'excellence. Et je pense que c'est important de montrer ça. Et excellence dans le sens large du terme. On peut le voir par exemple pour la rénovation de Notre-Dame, mais ça peut être pour n'importe quel métier. On a quand même, moi c'est ce que j'ai découvert dans les métiers du bâtiment, on a des métiers fantastiques où on rénove du bâti, on construit des choses nouvelles, il y a du concret. Où on intègre de la domotique. Enfin, moi c'est souvent ce que je dis à mes collaborateurs, quelle meilleure chose il peut y avoir que de croiser un ancien client dans la rue qui vous fait un sourire parce qu'il est heureux de ce que vous lui avez fait. Et on a vraiment quelque chose de concret, on a des métiers où quand on rentre le soir,
on a fait quelque chose de concret. On a fait avancer un projet pour quelqu'un, que ça soit du plus petit projet, un appartement, n'importe quoi. Même, je le prends par exemple pour toi, mais c'est vrai, poser un peu de domotique, une prise, une centralisation. Enfin, on apporte du confort. On apporte du confort aux clients, et moi je trouve fantastique. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une époque où il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est prônée, que l'intelligence artificielle peut faire plein de choses, mais elle n'installera jamais une chasse d'eau, l'intelligence artificielle. Elle vous expliquera peut-être comment le faire, mais elle vous dira pas quelles clés prendre, elle vous guidera pas à ça. Et donc finalement, quand d'un côté on a la technique, la technologie qui prend plus de place, et bien finalement les métiers où il y a absolument besoin d'un homme et des mains prennent plus aussi, je pense, de valeur et sont plus reconnus dans leur intérêt, parce que l'artisanat, quand même, on va le dire, hein, souvent c'est perçu comme étant salissant, pas forcément rémunérateur. Toi, Christophe, tu es encore d'accord avec ces visions-là, ou finalement tu trouves que depuis que tu as exercé ton métier, il a changé aussi? On en parlait dans d'autres épisodes, mais les conditionnements qui sont avec des charges un peu moins lourdes, les progrès qu'il y a fait, par exemple, pour les exosquelettes, les choses comme ça. Est-ce que toi, tu trouves que c'est plus confortable d'être artisan en 2025 qu'il y a quelques années, ou ça n'a pas forcément... Alors oui, les technologies nous aident à avancer, à faire des choses, les colisages. On avance là-dessus, mais la finalité, le coup de main, le dernier coup de main, tout ça, il est là quand même. Donc oui, ce sont des métiers usants, ça dépend des métiers, mais toi, tu travailles en ITE sur l'extérieur, dépend des conditions, des conditions atmosphériques, tout ça. C'est pas facile quand même, quoi. Donc aujourd'hui, les jeunes vont vers cette facilité d'aller vers l'IA, d'aller vers l'automatisation, les choses comme ça. C'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même quelqu'un qui commande, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on s'écarte un peu de la réalité des choses, et des questions de certains clients qui arrivent, qui nous disent, voilà, mais moi je vois avec la domotique, mais on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de votre budget, il y a plein de paramètres. Et là, en tant que professionnel, derrière, on doit avoir le pied à terre sur les choses et expliquer. C'est pas une IA qui va expliquer de faire les choses, dire à un moment donné, qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins, comment on peut y répondre et comment on va le faire. On peut tout faire, mais il faut avoir l'idée de le faire, et il faut savoir comment le faire. Et c'est vrai que moi, j'ai une cliente qui m'a dit une phrase un jour dont je me souviens encore, c'est les artisans, c'est des artistes en fait. Et c'est vrai que l'artisan, c'est celui qui va transformer une idée en quelque chose de concret. Est-ce que tu trouves, toi, Mathias, que la part de création, de créativité, malgré tout, elle a beaucoup sa place dans l'artisanat, et que c'est pas forcément su, ça? Oui, c'est sûr, la part de création, elle a sa place pour beaucoup de choses, parce que on a le recul, l'expérience qui nous permet justement d'adapter le chantier et d'adapter les produits par rapport aux typologies de chantier. Je pense que l'IA va quand même nous simplifier sur certaines tâches, parce que elle risque, et je le pense, de nous permettre aussi d'avoir peut-être un œil un peu plus large sur ce qui se fait, sur les problématiques qu'il peut y avoir, et pas forcément de rester, comme on est souvent les artisans, la tête dans le guidon, à regarder que ce qui se passe, nous, dans notre entreprise, et ce qui se passe autour de nous. Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive à avoir une mixité entre les deux, arriver à faire une jolie balance entre l'IA et notre expérience personnelle, l'expérience des collaborateurs, mais les métiers vont changer, c'est sûr. C'est certain que on peut être soucieux des métiers en bureau d'études, sur de l'édition de plans, parce que l'IA va prendre vraiment le dessus là-dessus. Par contre, sur le chantier et sur la mise en œuvre, là, oui, on aura besoin, et de plus en plus de monde, et de toute façon, on en a déjà besoin. Donc, Je pense que l'IA va nous aider dans éventuellement la gestion des commandes, la gestion d'un planning, la gestion de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Pour mettre plus de temps finalement à la vraie tâche de l'artisan qu'à la gestion. Et de pouvoir consacrer derrière le maximum de temps à la réalisation finale sur site. Et ça va nous aider, l'IA, dans ce domaine-là. Maintenant, il faut trouver les éléments. Il faut trouver les bras, comme tu dis. Et en échangeant comme ça, lors de ces éléments-là, c'est super bien, parce que ça permet de tisser des liens, de créer du réseau, et
et de faire des choses bien. Voilà, il faut juste expliquer aux gens que peu importe ses appétences, la technique, le manuel, la réflexion, la stratégie, en fait, il peut y avoir de la place pour tout le monde dans l'artisanat. Il faut savoir qu'en 2024, France Travail a fait une petite enquête et a trouvé que 57,8% des projets de recrutement étaient jugés difficiles par les employeurs, toutes filières confondues, et que les métiers du bâtiment, de la restauration et certains métiers d'artisanat d'art étaient particulièrement concernés. Toi, tu ne travailles pas seul, Mathias. Est-ce que tu as eu des soucis de recrutement à certains moments de la vie de ton entreprise ? Oui, et même encore aujourd'hui, on a des soucis de recrutement, tout simplement parce que nos métiers sont pas connus. Et quand on parle d'isolation, clairement, moi, quand je parle d'isolation, on pense laine de verre, laine de roche, ça pique, ça gratte. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. On travaille avec des matériaux biosourcés, c'est sain autant pour l'environnement que pour les poseurs et pour les personnes qui habitent dans les bâtiments. On a un confort de pose aujourd'hui qui est dingue. Tu parlais tout à l'heure des intempéries, mais moi je trouve quand même qu'on est un des seuls métiers où on cotise à une caisse des intempéries et quand il pleut, on a la possibilité de rester à la maison ou au dépôt. Moi, je me rends compte de ça pour avoir travaillé dans d'autres domaines d'activité. On a quand même, dans le bâtiment, la chance d'avoir une protection, d'être équipé. Il y a tout un tas de choses. C'est quand même un métier où, quand on arrive dans ce métier-là, on vous paye les fringues, les chaussures, la nourriture le midi, une mutuelle hyper protégée. On a des avantages. Ça, c'est quand on est salarié. Hein. Oui. Non, mais préciser. Oui, ah, oui. mais je veux dire, pour un salarié, pour moi, il ne faut pas se cantonner au métier en lui-même et aux idées reçues. Et du coup, dans ton entreprise, quand on arrive, on a obligatoirement aussi la formation adéquate, j'imagine, parce que si tu n'as pas de filière de formation, c'est toi qui t'en charges. Exactement, on forme en interne. C'est pour ça qu'en fait, dans mon entreprise, on a beaucoup de personnes en reconversion. Voilà. Et vraiment de tous bords. Je pense par exemple à une de mes collaboratrices qui avant faisait des ménages le soir dans les entreprises. Et j'en parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui fait des enduits par l'extérieur sur les maisons. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'ouvrir de nouvelles filières aux nouveaux métiers et que c'est pas forcément assez exhaustif l'offre de formation qu'il y a actuellement ? Alors ça, c'est certain. Ce que je me rends compte, c'est depuis que j'ai démarré l'entreprise il y a 17 ans, il n'y a pas de formation vraiment destinée qu'à l'isolation. Et par exemple, l'étanchéité à l'air, pose de pare-vapeur et tout. C'est un module qui est adossé à la plâtrerie, à la charpente, alors qu'en fait, c'est un vrai métier. Un petit peu un tronc commun. Exactement. Et qu'après, ça serait des spécialités. Exactement. Et pour moi, comme ça se fait en fait dans d'autres pays, c'est un vrai métier. Donc, en effet, il faut avancer là-dessus. Mais on a déjà énormément avancé. Voilà, je le redis, il y a 17 ans, les fournisseurs, on n'en avait qu'à l'étranger. Aujourd'hui, on en a partout en France. On a quand même une disponibilité de produits, de matériaux, de formation. Ça avance. Ouais. Toi, Christophe, quand tu t'es installé, tu as fait quel parcours de formation ? Tu es passé par un organisme ou, comme un petit peu l'expliquait Mathias, tu as profité de la transmission peut-être d'un tuteur, d'une entreprise chez qui tu étais ? Moi, j'ai fait un certificat d'électricité par le biais de l'AFPA en 10 mois. Donc l'AFPA, c'est l'association pour la formation professionnelle des adultes. C'est ça. Donc j'avais 30 ans. Il fallait que j'officialise en fait mon futur métier. Et donc j'ai fait ce certificat-là. Je suis sorti, j'ai eu mon certificat, j'ai fait mes périodes en entreprise pendant ma formation de 10 mois. Où tu t'es, j'imagine, perfectionné un petit peu ? Ou derrière, je me suis perfectionné, donc j'ai pas mal appris par le biais de cette entreprise-là. Sorti de mon certificat, ils m'ont embauché. J'ai continué 1 an et demi. 1 an et demi, j'avais besoin j'ai créé mon auto-entreprise. À un moment donné où le temps escompté donné à l'auto-entreprise devenait supérieur au temps par rapport à mon salariat. Et derrière, j'ai demandé à mon patron, est-ce que je peux diminuer mon temps chez vous et puis que je progresse dans mon auto-entreprise ? Non, il m'a donné le choix de soit de continuer là à 100%, soit de partir auto-entrepreneur. Je suis parti et maintenant, ça fait 9 ans. Vogue, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu trouves, Christophe, que l'artisanat, un petit peu comme on parlait Mathias tout à l'heure, il y a quand même des valeurs qui sont intrinsèques au chantier, même si on connaît pas le collègue d'à côté, etc. Est-ce que toi, tu as remarqué ça sur tes chantiers ? Est-ce qu'il y a des valeurs qui te semblent vraiment
caractéristiques de notre profession? On va avoir des valeurs de partage, de cohabitation des fois. Alors, c'est pas tout le temps facile avec certains métiers. Nous, les électriciens, avec les plaquistes. Oui, parce qu'il faut le rappeler, on est dépendant toujours de celui qui est passé avant. Quoi. Forcément. On est un maillon de la chaîne. Et à un moment donné, quand on est un maillon et que ça bloque un peu entre l'avant et l'après, c'est dit, bon voilà. Mais au bout du bout, on arrive à faire les choses, on arrive à trouver des éléments de la cohabitation et le fait d'avancer, sinon autrement on stagnerait, on ne s'en sortirait jamais. C'est là où après derrière l'être humain, au-delà du professionnel, où on prend sur nous et on avance et on fait les choses. Mais de toute façon, on est sur les chantiers comme on est dans la vie. Hein. Si sûr. on n'est pas police dans la vie, on ne sera pas sur les chantiers. Bien sûr. Si on ne pense pas aux autres et si on n'a pas l'instinct d'aider aussi quand on voit un copain qui est un petit peu en galère pour porter quelque chose ou quoi. Tout à fait. C'est vraiment essentiel quand un collègue plaquiste ou même menuisier ou n'importe qui a besoin d'un coup de main, quand il faut lui donner un coup de main, quand il faut tirer un coup de cordeau avec le carreleur parce qu'il va implanter son carrelage. Et ça se fait pas forcément dans les autres corps de métier. Hein. On voit mal le comptable file un coup de main à l'autre comptable de la ville d'à côté. Ouais. Peut-être qu'ils le font. Hein. Ouais. Encore une fois, peut-être que moi-même j'ai des préjugés, mais c'est vrai que les métiers physiques, un petit peu comme j'allais dire à l'armée en fait, entraînent une certaine solidarité parce qu'on sait que si un jour on a besoin, l'autre nous donnera aussi le coup de main qu'on lui a prêté. On ne sait pas demain de qui on peut avoir besoin. Ouais. Et toi, Mathias, du coup, au-delà de la solidarité, est-ce qu'il y a des valeurs de l'artisanat qui te viennent en tête spontanément ? Alors oui, forcément, la solidarité, mais oui, cette histoire de cohésion, des valeurs, il y en a plein. En fait, moi, je vous dis, je suis bluffé pour avoir rencontré d'autres secteurs d'activité par oui, cette cohésion, cette entraide, cette entente. De toujours aller filer un coup de main à l'autre, faire progresser les entreprises. On est tout le temps, on parlait de tutorat tout à l'heure, c'est vraiment des métiers où on peut aller taper à la porte chez des artisans, ils vont nous filer des coups de main parce que le marché il est grand quand même au final. Il y a du travail pour tout le monde. Hein. Et il y a du travail pour tout le monde. C'est vrai, les artisans souvent ont des carnets de commandes qui sont pleins, du moins quand ils ont déjà pignon sur rue depuis quelques années. Hein. Quand on s'installe, c'est pas le même combat, mais l'idée c'est aussi qu'à la fin le client soit content. Donc en général, les artisans, quand ils ont cette cette démarche-là, font en sorte que tout le monde y trouve son compte. Ça, je pense que ça reflète aussi une volonté de bien faire et ça aide à l'image de l'artisanat. Hein. Tout à fait. Est-ce que vous avez des conseils à donner, peut-être soit à des chambres consulaires, soit à des artisans pratiques, des conseils pratiques pour aider justement à l'image de l'artisanat, des choses que vous aimeriez peut-être voir se développer pour que vos professions soient un petit peu mieux perçues de la part du grand public ? Alors pour ma part, je pense que si on veut démarrer, faut pas rester tout seul dans son coin. On a la chance, voilà, justement, d'avoir des organisations professionnelles comme la FFB qui va avoir en son sein des organismes de formation. Moi, je vois par exemple sur le 64, sur l'année dernière, on forme quand même 830 stagiaires pour 11 000 heures de stage, tout confondu. Ça va aller de la sécurité sur chantier, sur des formations sur le pack office pour les collaboratrices. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Donc, faut pas rester dans son coin. Faut pas hésiter à aller pousser des portes parce qu'il y a un partage d'expérience qui est énorme et il faut vraiment en profiter. Ouais. Toi, Christophe, est-ce que tu as des choses en tête qui, tu penses, aideraient à améliorer l'image de l'artisanat en France ? Ouais, les accompagnants comme ça, la FFB, la CAPEB, les différents comme ça, c'est pour moi, il faut qu'ils fassent plus encore sur l'accompagnement, du concret, ouais, vraiment, parce qu'on a besoin de ça. Alors, ils offrent plusieurs possibilités, ils ont le suivi juridique, ils ont tout ça, donc c'est quand même bien, mais la formation sur des qualifications RGE, Calibat, tout ça, c'est bien, mais un accompagnement plus sur du long terme, pas du temporaire. Mais ça n'aide pas forcément à la notoriété. Alors, Mathias en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que ce qui aide beaucoup, c'est l'apparition dans les médias. Hein. Comme tu le disais, quand il y a eu les émissions culinaires, la filière de la cuisine, de l'hôtellerie a un petit peu explosé. Est-ce que toi, tu trouverais ça intéressant, peut-être d'avoir justement une meilleure médiatisation des entreprises auprès du grand public ? Tout dépend si c'est le choix après des artisans d'aller dans ce sens-là, mais la médiatisation, ça a du bon, ça
ça n'a pas que du bon. Mais c'est vrai que parfois, l'aspect compétition dont tu parlais en parlant justement du concours des meilleurs artisans de France RMC, non seulement ça challenge un petit peu les artisans, mais c'est vrai que ça crée une émulation aussi. Ah ben forcément, il va y avoir un engouement autour, ne serait-ce qu'en termes de visiteurs, parce que forcément, il va y avoir nos anciens qui vont peut-être se voir dans ces concours-là et qui vont venir, qui vont voir pour voir comment l'évolution au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est super intéressant. Il faut qu'on avance là-dessus. Alors, il faut. C'est difficile, mais de dire, mais je pense que on peut arriver à avancer dans ce domaine-là. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que on le voit dans beaucoup de professions, notamment quand il y a les meilleurs ouvriers de France, ça contribue à faire part d'une excellence française, à améliorer l'image du grand public pour une profession. C'est vrai que quand vous avez un cuisinier meilleur ouvrier de France, tout le monde sait qu'il y a de l'excellence. Donc peut-être aussi développer la reconnaissance de certains métiers, de certaines technicités. Il y a les statuts de maître artisan, etc. Vous pensez vraiment que ça peut aider aussi à labelliser certaines bonnes pratiques et certains savoir-faire? Ouais, tout ça, ça passe par la notion de travail, quoi. On peut arriver à les meilleurs ouvriers de France, les maîtres artisans. C'est la notion de travail. Rien ne se fait sans rien. Et le temps donne des possibilités, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se font, mais ça passe par le travail. Et aujourd'hui, nos jeunes et moins jeunes qui veulent se réinsérer ou alors se réhabiliter dans des métiers, tout ça, il y a un moment donné, oui, la notion de travail, il faut qu'elle y soit et il faut donner déjà le goût d'aller apprendre quelque chose. On est des techniciens, on va transmettre quelque chose. Mais le premier contact, à un moment donné, comment il se fait? Par le biais de l'apprentissage, par le biais de ces organismes, découverte des métiers, de la découverte des métiers. Tout ça. Et aujourd'hui, moi, je cherchais un apprenti à un moment donné, j'en ai pas trouvé, quoi. J'en ai pas trouvé. Parce que, il y a des centres de formation où on a eu le cas, des centres de formation pendant une année ou 2 ans, il y avait personne, quoi, en électricité. Il n'y avait rien du tout. Donc, il faut susciter forcément, l'intérêt ça fait un trou, quoi. Et peut-être mettre en avant justement un petit peu la domotique et toutes les nouvelles technologies qui sont associées au métier. Bien sûr, parce que tous ces éléments-là, tous ces nouveaux secteurs, l'électricité pure et dure, le métier, on doit l'avoir, ok. Mais il y a toutes ces évolutions, toutes ces pratiques qu'on peut avoir, les maisons aujourd'hui, toi, tu l'as avec les étanchéités à l'air et tout ça. Ce sont des choses où ce sont des métiers qui n'existent pas. Moi, je rencontre le problématique, je fais beaucoup de ventilation. Le métier de ventiliste n'existe pas. Et c'est dommage. Alors qu'aujourd'hui, la qualité d'air intérieur, c'est essentiel dans les habitations. On dit, ouais, mais les maisons, il faut qu'elles respirent. Ouais, d'accord, ok. Mais comment on l'apprend? Par quel biais? Il n'y a rien d'officiel. Et tout ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage, quoi. Oui, les apprentissages ne suivent pas forcément la réglementation liée aux habitations. Poser une ventilation aujourd'hui, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il faut qu'elle soit conforme, qu'elle soit bien faite, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit bien étudiée. Et ça s'apprend. Mais il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe. C'est dommage. Les garçons, moi je vous propose pour conclure de partager votre bonne astuce sur les chantiers, celle que vous utilisez à chaque fois parce que vous aimez le travail bien fait, mais surtout parce que vous aimez laisser une bonne image de votre passage sur un chantier. Toi Mathias, qu'est-ce que tu fais systématiquement et dont tu sais que les clients voient que ça a été fait par quelqu'un de minutieux, de scrupuleux, de professionnel? Alors pour moi déjà, ce qui est hyper important, c'est qu'on travaille exactement comme on le ferait pour chez soi. Donc c'est repartir le soir du chantier et que ça soit nickel. Voilà. Chantier rangé, tête rangée. Ah oui. Pour moi c'est primordial parce que ça permet le matin de redémarrer sur des bonnes bases et en fait que le client se rende compte qu'on prend soin de son habitat. Une maison, un appartement, une construction, c'est souvent le sacrifice d'une vie. Parce qu'il faut emprunter, c'est un stress pour les jeunes couples. Et en fait, on est là pour leur faciliter cette construction-là ou cette rénovation-là. Donc, pour moi, c'est ce qui est hyper important, que les clients se rendent compte vraiment qu'on prend vraiment en charge et à cœur de leur rendre quelque chose qui est fantastique à la fin. Ah, c'est sûr que quand on voit un artisan qui arrive, le chantier en bazar, et qui laisse traîner tout sur le chantier, ça donne pas une bonne image. Et toi, Christophe, est-ce que tu as une petite astuce justement pour laisser une bonne image de ton passage chez les clients? Après, tu en as quand même déjà pas mal dit, mais pour moi, l'essentiel, c'est l'expérience client, quoi. Qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité de travailler pour des clients. Il faut choyer ce client et derrière lui apporter ce service. Pour moi, il y a l'avant, le pendant et surtout l'après. Comment se gère l'après? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des choses, des explications? Tout ça, c'est le suivi. L'expérience client, ça c'est
pour moi, c'est hyper important. Alors, c'est pas évident à mettre en place. Il y a des fois, je me rate. Voilà. Mais bon, mais tu apprends de tes erreurs. Mais voilà, c'est ça. Ça permet de grandir et on avance. Et vraiment, c'est hyper important pour moi. Eh bien, messieurs, merci pour vos conseils et vos retours d'expérience. J'espère que tous ceux qui nous écoutent se sont abonnés à ce podcast. D'ailleurs, vous deux, vous êtes abonnés, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Pour tout vous dire, ils sont même presque en train de s'inscrire pour la compétition des meilleurs artisans de France RMC. Ah, c'est bien, Christophe. Oh là là, vous êtes de bons élèves. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à le faire également, comme ça vous pourrez les croiser pendant les événements qui seront liés à cette épreuve. Je vous dis en tout cas à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Merci messieurs. Merci, à bientôt. À bientôt.